Bon allez, ça pique un peu. Il est 5h moins 5. Heureusement j'ai les cookies. Et oui, c'est parti. Rendez-vous à l'octogone. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que à ce temps-là, on n'est pas emmerdé, quoi. C'est clair que là... Voilà. Sonnenberg. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça pique, mais c'est pas mal. Premier petit kiff de la journée. Il est donc 5h03. J'étais censé avoir, je pense, un train à 5h15, un truc comme ça. Mais non. Hop. Je sais pas si on revient ici. Tac, tac, tac. Parce que ça va être à l'envers du coup. Et voilà. Pas avant 20 minutes. Ça fait toujours plaisir d'attendre 20 minutes son petit train. Surtout à 5h05 du matin, mon gars. Ah ouais. Je crois qu'on est arrivé. Je crois. Non. C'est de l'autre côté. De l'autre côté, il a dit le monsieur. Bon les gars, j'arrive pas à te voir autrement que comme ça, ensuite... là, je viens juste d'arriver, tout juste. Et lui là, lui, il m'a chopé là, il m'a chopé et il m'a dit viens, viens, tu montes ça, tu montes ça. Donc là, on est devant le stand de l'Octopainting, donc vraiment le concours, et ça commence à bien se remplir. Et je peux vous dire que ça envoie du gros pâté, mais genre du très gros pâté. Très très gros. Voilà. Je vous en dis plus tout à l'heure. On va faire un zoom sur les figurines quand ce sera bien rempli. Mais c'est lourd. Donc on se balade un petit peu dans le salon. Et... Oh! Un Iggy sauvage apparaît. Bonjour Iggy. Bon les copains, là on fait une petite partie de démo de Kaeris. On en a parlé sur Entre-deux-guerres. Et là il y a un vilain Johan Museau qui m'a filé 3 jetons feu. Je vais lui fumer sa race. Lui là, lui, il charge là, il fait ça, bah du coup il le fume.
Du coup, en fonction de la zone, comment tu sais quel niveau de valeur tu mets? Comment tu définis l'intensité de ton blanc ou au contraire de ton gris? Ça va être, on va prendre déjà un volume adapté à peu près à ce qu'on aimerait cadrer dedans. C'est rare quand ça tape bon du premier coup. C'est-à-dire que du coup, avant de commencer, il y a vraiment ce process de on essaye, on dispose déjà. Alors c'est vrai qu'à la base du diorama, avant même de commencer, il faut essayer de se procurer les figurines pour mettre dedans, ça c'est super important. Et après, on va commencer à les placer une fois, deux fois, faire, défaire. Celui-ci par exemple, c'est un diorama sur les Watchmen que je suis en train de faire. Donc il y a tous les personnages principaux de Watchmen. C'est une boîte qui est toute faite, qui est de chez Night Models, que j'ai trouvé super belle et j'ai eu envie de les mettre en diorama. Là je suis en train de, du coup, j'arrive en fin de conception, c'est-à-dire que j'ai commencé la peinture. On engrange un processus qui est vraiment la fabrication de finition, mais avant ce process-là, j'ai eu beaucoup de réglages sur, au début c'était juste un bout de bois avec un trait de crayon dessus, de la pâte à modeler pour mettre des faux volumes et des essais. On prend des photos, on essaye. Et tant qu'on n'est pas calé sur ce qu'on aimerait bien donner, on recommence. Le but aussi d'un diorama, c'est de faire attention à ne pas se disperser. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on fait un diorama grand comme ça, bon, au final, le truc important, c'est un truc dans un coin, eh ben, on va perdre un petit peu l'intérêt, le focus du truc. Donc vraiment ce process de gymnastique, j'essaye, je recommence, j'envisage un autre angle ou une autre taille. Ça c'est très important dès le départ. Pourquoi? Parce qu'un diorama, il ne faut pas qu'on perde l'action, il ne faut pas qu'on perde ce qui est important à voir. On voit beaucoup de dioramas immenses. Moi j'en ai fait quand j'étais avant ce genre de truc, je faisais des dioramas immenses. Il y avait plein de choses à regarder partout. Au final c'est super déroutant. Et puis à la fin on se disperse, c'est-à-dire qu'on a tellement de travail de partout, on veut tellement faire qu'il n'y a rien qui est fait vraiment comme il faut à la profondeur où on aimerait la donner. Donc c'est vrai que maintenant j'ai tendance à réduire mes tailles de diorama parce que je me rends compte que du coup sur les petites tailles on peut travailler plus finement et avec plus d'attention que si le travail il est trop gros et fatigant. Au bout d'un moment on en a marre tout simplement et il y a quelque chose qui ne sera pas fini, il y a le machin.
Bah voilà, ça débat, ça parle autour des figurines, ça fait genre ça juge, mais en fait on sait très bien que ça juge que dalle. Là, ça a l'air d'être très dur pour des délibérations, donc on va les laisser tranquilles. Et on va voir tout à l'heure les résultats. Youp. Alors, là, je peux parler un peu moins fort, même si le micro est toujours là, parce qu'on est dehors, ça fait du bien d'enlever les masques, et on est en compagnie de Monsieur Octopainting. Je peux t'appeler comme ça, en fait. Presque. On a quand même toute une équipe de bénévoles qui permet de faire vivre l'événement, mais on va dire j'organise pas mal de choses. Julien, voilà, juste Julien. Ok, monsieur est modeste. Non mais bien sûr, j'imagine que pour organiser tout ça, il y a pas mal de monde derrière, mais c'est quand même toi que j'ai là pour nous parler de l'Octopainting, pour nous présenter un petit peu ce que c'est. Donc l'Octopainting qui est rattaché au salon Octogone, ça se passe à Lyon, là, pile en ce moment. L'idée c'est que tu nous dises ce qu'est l'Octopainting, ce que ça contient, quand est-ce que ça se passe habituellement, pour que les gens sachent, par exemple, ceux qui n'ont pas pu venir cette année s'ils veulent venir l'année prochaine, ceux qui n'ont pas pu concourir cette année s'ils veulent concourir l'année prochaine, ceux qui n'ont pas pu être initiés cette année et qui voudraient être initiés l'année prochaine, bref, tout ça, voilà, nous dire un petit peu à quoi correspond cet événement. Alors l'Octopainting, c'est quoi en fait? C'est pas juste un concours, en fait c'est un concours plus des initiations et des démonstrations. Tout tourne autour du hobby. Le but, c'est de partager, passer un bon moment tous ensemble et de partager autour du hobby. C'est vraiment ça l'intention première de l'Octopainting. Du coup, le concours, ce qui est intéressant, c'est que depuis le début qu'on l'a mis en place, c'est qu'on essaie de donner des retours aux participants, ce qu'on a rarement l'occasion d'avoir directement sur un concours. Parce qu'en général, il faut connaître les juges, il faut leur demander et tout. Et des fois, en général, on a un peu peur d'aller demander, on est un peu hésitant et tout. Du coup, là, on essaie de faire en sorte que tout le monde ait un petit retour écrit sur ces pièces pour pouvoir un peu aller de l'avant. Et ce qu'on voit, c'est que chaque année, il y a des gens qui ont commencé débutants, qui ont fait leur premier concours et puis qui progressent. C'est juste génial, quoi. Ouais, cool. Ça fait super plaisir. Carrément, ouais. Et donc du coup, en fait, l'événement se construit, on va dire, autour de ce concours de peinture, mais il y a plein d'autres choses qui gravitent autour. C'est ça, ouais, il y a les initiations peinture qui sont vraiment un point crucial, qui permettent pour les enfants, les personnes qui n'ont jamais trop osé ou qui ont un petit peu des problèmes au début, qui n'osent pas, qui n'arrivent pas forcément, de les mettre un peu le pied à l'étrier, puis de se lancer et de pouvoir partager leur peinture, quoi. Ouais, parce que là, par exemple, je n'ai jamais peint, je veux venir faire une initiation ici à l'Octopainting l'année prochaine, par exemple. L'année prochaine, puisque le temps que la vidéo soit publiée, ce sera forcément l'année prochaine. Normal. Mais je veux venir faire une initiation, j'ai besoin de quoi? En fait, de rien. On a des sponsors, on a les magasins Warhammer qui nous filent des figurines, on a Trollune aussi qui nous file des figurines, qui nous prêtent le matos initiation qu'on développe et qu'on a depuis un petit moment et tout. Plus, on demande des pinceaux aussi à certaines marques. Okay. Et du coup, on a pas mal de bénévoles qui sont là pour accompagner les personnes, pour faire les premiers pas, pour expliquer des trucs un petit peu plus avancés. Du coup, c'est une activité qui tourne vraiment à fond. Il y a beaucoup de monde. Cette année, avec le Covid, on a dû mettre en place un dispositif un peu plus complexe. Mais finalement, beaucoup de monde est venu, tout le monde est content de repartir avec sa petite figurine. Le plaisir, c'est toujours voir les enfants qui arrivent et tout, qui repartent avec le sourire d'émerveillement. Alors ça, c'est cool. C'est juste ça, c'est déjà trop génial. Complètement. Et en plus, du coup, de ces initiations, il y a aussi des démos. Oui, qui sont faites tout le long du week-end. C'est ça, en fait, ce qu'on essaie de faire, on met en place un petit programme qu'on voit différents points, que chacun aborde différents points, différentes manières de faire, des points techniques, pour un peu vulgariser la peinture de figurines, puis montrer au grand public. Donc on a un petit dispositif avec caméra et télé pour que tout le monde puisse voir. Yes. Après, on n'entend pas forcément bien parce que c'est une grosse convention, donc il y a beaucoup de monde et de brouhaha, mais en général, ça a l'air de plutôt bien passer. Il y avait beaucoup de monde qui est resté là sur toutes les démos, donc c'est vraiment une belle réussite. Et on a des personnes qui ont fait leur première démonstration aussi, qui s'initient, donc ça c'est super génial aussi, quoi. Et du coup, c'est vraiment un moment important et un beau moment de partage, quoi. Ouais, carrément. De toute façon, on le verra parce que j'en ai filmé des petits bouts justement pour pouvoir montrer un petit peu ce que c'est. Alors, je pense qu'en effet, on entendra encore moins bien qu'en vrai parce que forcément, j'avais pas le micro. Comme ça. Après, on va normalement, comme on les filme et on a un petit micro pour enregistrer, on va essayer de les diffuser. On va voir si c'est possible parce que des fois, en fait, on a des problèmes, c'est mal cadré ou des fois, le micro a pas marché, du coup, c'est pas trop exploitable. D'accord. Mais normalement, on va essayer de s'en occuper et d'en
Et si d'en c'est mettre publié, c'est publié où ça? Normalement, sur la page de l'Octopainting, il y aura les liens, on postera sur YouTube et il y aura le lien directement. Ok, super. Et là, du coup, par exemple, pour donner on va dire un aperçu, le programme de cette année, il y avait quoi au programme des démonstrations? On avait le nom métallique avec Thibaut. J'ai présenté le travail des valeurs sur un tout petit buste de Gauthier, donc en noir et blanc. Là, il y a Céni qui nous a fait l'ambiance colorée. Là, il y a Fabrice qui est en train de nous faire les tissus. Demain, on a Alex qui va nous faire une petite conférence sur les dioramas, comment composer et tout. Donc ça va être vraiment super intéressant, ça change un petit peu. Carrément, ouais. On a Nico qui va nous faire le travail des lumières et des couleurs sur un petit gobelin. Ouais. Girio qui va nous montrer sa façon de faire, donc avec un peu d'aéro aussi, donc on touche un peu à d'autres choses. Et pour finir, on aura Gauthier qui va nous faire une petite démo sur la sculpture. Okay. Donc vraiment, on essaie de faire un truc, ouais, voilà, un panel un peu assez ouvert et des approches vraiment propres à chacun et un petit peu différentes, quoi. D'accord. Et du coup, bah là, on va dire pour la fin de cette micro-interview, on va revenir du côté de l'événement, on va dire, concours peinture. Comment ça se passe concrètement si je suis Monsieur X, Madame X, et je veux venir concourir? Comment ça se passe? Qu'est-ce que je dois... Bon, alors j'allais dire qu'est-ce que je dois apporter. Non, alors, on va peut-être pas non plus. Non, bah après c'est... Comment ça se passe en gros? Bah, il faut ramener ce que vous avez fait de mieux en fait, et ce que vous avez envie de présenter. Et après, on va vous mettre dans différentes catégories. En général, si c'est un concours, enfin c'est votre premier concours, du coup, on va vous mettre en débutant. Et après, bah, si vraiment vous avez déjà du level et que vous vous présentez en débutant, on va peut-être vous mettre en confirmé. Ouais, les surclassés automatiquement parce voilà, qu'on considère que c'est suffisamment abouti pour mériter le cran du dessus, quoi. Ouais, voilà. Après, l'objectif du concours, c'est vraiment de donner un objectif aux gens, de se dire, allez, j'y vais, je me donne à fond, j'essaie de faire quelque chose... de pousser, et comme ça, ça permet de donner un petit ultimatum. Moi, c'est comme ça que je voyais les concours à l'époque. Ah oui, ça fait sortir un peu. Voilà, de sortir sa zone de confort. On va dire, pour rester poli, quoi. Exactement, c'est ça. Puis c'est vraiment le but de partager ses pièces, en fait. C'est pas forcément d'arriver, moi je vais avoir la médaille d'or et tout. Non, ça on s'en fout. On aura les prix qui seront donnés, mais c'est vraiment de partager. Et ce qu'on a de différent justement, alors je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais on donne des retours en général. Depuis le début qu'on a mis l'Octopainting en place, on essaie de donner des retours pour que justement chacun puisse progresser à son niveau et sur les points qui sont importants pour lui en fait. Oui, moi j'avais participé l'année dernière, alors c'était une version digitalisée. Oui, c'était un peu différent. Chacun avait son retour sur ses créations par un membre du jury qui était responsable de la catégorie. Et ça, c'est vrai que c'est... mine de rien, avoir un retour personnalisé sur un travail comme ça, ça permet de comprendre ce qu'on a bien fait, ce qu'on a peut-être moins bien fait, et du coup d'aller chercher encore plus loin la fois d'après. De comprendre surtout qu'est-ce qui a fait que ça pêche, ou justement il y a des choses qui avancent, donc c'est super enrichissant, quoi. Complètement. Et donc du coup, pour participer, on vient avec ses figurines, et les inscriptions, elles se font en amont, elles se font sur place. Alors elles peuvent se faire en préinscription, ce qu'on a fait là, on avait des petites préinscriptions, on avait une trentaine de personnes. Comme ça nous permet de voir un petit peu déjà combien de personnes arrivent. Et après, sinon, c'est sur place directement. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Puis en plus, les personnes qui s'occupent du concours vont vous aiguiller si jamais. Là, cette année, on avait Alexandre Vallet qui nous a donné un gros coup de main sur le concours. Donc, il s'en est pas mal occupé, même quasiment, enfin, une grande partie. Okay. Parce qu'on a permis de déléguer un petit peu pour voir, pour ajuster certaines choses par rapport aux années d'avant, pour essayer de faire ça toujours un peu mieux, quoi. Ok, bah, top. Et au niveau, tu parlais justement du moment en général, c'est le premier week-end d'octobre. Donc voilà, si vous êtes motivé déjà, préparez vos pièces pour l'année prochaine. C'est ça, on fait des petites croix sur le calendrier, voilà. On se donne des objectifs et puis on vient à Lyon. C'est toujours au double mix ou ça peut bouger? Ça peut bouger, mais normalement là, ça fait quelques années qu'on est ici et du coup, je pense que ça va rester. Après, c'est pas moi qui vois ça, c'est vraiment l'orga général avec la Fagira. C'est pas uniquement un salon de la figurine. Non, on va le voir c'est... sur la vidéo. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de stands, de démos de jeux de société, de tout ce qui va graviter finalement autour du jeu, parce qu'il y a même des stands de cosplay, j'ai vu. Ouais, il y a de tout, il y a des GN, du JDR, du Wargame un peu partout, mais voilà, c'est vraiment assez global finalement, donc vous êtes rattaché à ça et j'imagine vous dépendez aussi de l'organisation. Oui, on bosse avec eux justement pour pouvoir mettre en place tout ce qu'on met en place nous, autour de l'Octopainting. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Cool. Et là, je vais essayer de me diriger vers les membres du jury
parce qu'il m'avait dit tout à l'heure que potentiellement on pouvait un peu discuter de comment justement il jugeait les figurines, parce que nous quand on est de notre côté, on donne notre figurine puis on revient avec un retour, mais c'est aussi intéressant de savoir comment ils portent leur regard, savoir sur quoi insister. Ça peut aiguiller pour comprendre. Donc du coup on va aller voir ça tout de suite, voir s'ils ont fini déjà les délibérations parce que ça prend du temps. Je pense qu'ils n'ont pas fini. Et puis je pense qu'ils sont bien fatigués aussi. Ouais, ce sera peut-être pour demain. Bon, en tout cas je te remercie. Merci à toi. Bonne fin de salon. Merci. On se retrouve là tout à l'heure, demain. De toute façon il y a encore un petit peu de temps là. Avec plaisir. Allez, ciao. Donc là je parle genre méga fort parce que le micro est méga loin, genre là. Donc on est avec Jirio et Nico. Et on va parler un petit peu de la partie concours de peinture de l'Octopainting. Quel est votre ressenti cette année sur le concours? Niveau incroyable, je crois que le niveau n'a jamais été aussi haut. Dans toutes les catégories, même débutants, il y avait des niveaux, un niveau très très haut. Ouais. C'est un peu surprenant, mais je crois que le niveau n'a jamais été aussi haut, honnêtement. Il y avait vraiment des très belles pièces, on a dû en reclasser quand même quelques-unes dans des catégories supérieures parce que effectivement il y avait vraiment des trucs de dingue. Le niveau était trop haut. Parce que du coup oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je pars du principe que c'est connu mais pas forcément. En fait, Jirio et Nico font partie du jury du concours. Avec Gauthier, ils étaient 3 à juger. Et donc du coup apparemment ça n'a pas été non plus si simple quoi. Un peu compliqué quand même, un peu long. Il y a eu bagarre. Il y a eu bagarre. Il y a eu des accords. C'est pour ça que Gauthier n'est pas parmi nous. Gauthier. On déconne, ça va, tout va bien. Gauthier est en démonstration, calmez-vous. Et ouais, donc la question que je voulais aborder avec vous là assez rapidement, c'est souvent quand on vient à un concours de peinture, on arrive, on pose notre pièce, puis on revient. Soit on a une récompense ou pas, soit dans le meilleur des cas comme ici, on a un retour du jury, donc ça c'est cool. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est tout ce qui s'est passé entre, en fait. À partir du moment où on pose la pièce, qu'est-ce qui se passe? Et notamment vous, en tant que juge, comment vous abordez les choses, comment vous délibérez, comment vous vous organisez, sur quoi vous portez votre attention pour dire cette figurine elle mérite ça, celle-là moins, ou alors est-ce que c'est pas du tout comme ça, je suis à côté de la plaque. Bref, comment vous vous organisez? En fait, en gros, tu vas procéder à un étalonnage par catégorie, parce qu'il y a différentes catégories. Ouais. Dans chaque catégorie, tu vas faire parler un petit peu plus fort, j'ai peur qu'on n'entende pas avec le vent. Donc dans chaque catégorie, tu vas commencer par faire un étalonnage. Ouais. Donc en gros, tu vas récupérer la pièce qui te paraît le plus élevé en termes de niveau. En gros, on sort toutes les pièces, on met tout sur une table. Et on essaie de faire une espèce d'échelle de niveau. On dispatche, on va plutôt sur la gauche, ce sera celle qui nous plaise moins, sur la droite celle qui nous plaise plus. Et on essaye au fur et à mesure, si tu veux, de définir surtout les grandes catégories, donc ceux qui seront médaillés, ceux qui ne le seront pas, à quel niveau. Et on va définir des critères, on va dire ça c'est la limite. Ça c'est la limite de telle médaille, etc. Donc c'est un travail d'écrémage en fait. Et c'est vraiment l'impression de loin qui compte le plus dans ce premier écrémage. Et après on va regarder chaque pièce une par une, chaque display. Dans chaque display on prend la meilleure pièce du display et après on compare les meilleures pièces de chaque display entre elles pour essayer de définir qui mérite une médaille, quelle médaille, et faire en sorte que ce soit cohérent, ceux qui ont or à peu près le même niveau, ceux qui ont argent à peu près le même niveau, etc. Et qu'il n'y ait pas de problème de tiens, il y a 2 mecs qui ont or mais il y en a un qui a vraiment un niveau en dessous, etc. Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé non plus, mais ici on est sur un concours open, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs médaillés d'or dans la même catégorie, plusieurs médaillés d'argent, plusieurs médaillés de bronze, ou aucun, si vraiment personne. Bon, là en l'occurrence, c'était a priori pas le débat. Il y a des catégories où il n'y a pas eu d'or et pas eu d'argent. Ah d'accord. Ouais, il y a c'est. Donc je fais bien de poser la question, qui n'en était pas vraiment une, mais je vais rajouter un point d'interrogation a posteriori au montage. Mais ouais, carrément. Okay, c'est vraiment au niveau de chacun est jugé sur son niveau par rapport aux autres parce qu'il faut bien se positionner. Mais du coup, il y a autant d'or que de méritants or, autant d'argent que de méritants argent, etc. Okay, d'accord. Et du coup, donc là, vous êtes 2 peintres. Il y avait aussi Gauthier qui, lui, est côté sculpture. Est-ce que vous avez des critères différents ou est-ce que vous vous accordez sur les critères? Les spécialités, déjà, même en peintre, entre peintres, on a des critères différents. Et en plus, Gauthier, il est vraiment à part. Humainement parlant, il est à part, on va pas se mentir. Gauthier, lui, il avait plus une sensibilité par rapport au concept, à la prise de risque, on va dire, la mise en scène. La mise en scène, l'idée globale. C'est vrai que nous, on est plus sur la technique de peinture, le rendu graphique. Et du coup, ça fait vraiment des appréciations différentes. Parce qu'il y a des pièces où il y a des super idées et la technique n'est pas au niveau de l'idée.
Et du coup, c'est très compliqué de se mettre d'accord vu qu'on est 3. Bon, on est 2 peintres, donc on se fait très vite d'accord entre nous. Non. Et puis lui, on le. Oui, on va reconnaître que la sculpture est finalement une sous-catégorie. Hein. Ah bah, c'est une sous-discipline, c'est clairement. même pas une discipline, je pense. Gauthier, si tu nous en On est sur du. Il joue avec son caca, pense là. Faut bien s'occuper les longues soirées d'hiver. Non, mais du coup, ça fait des critères très différents et c'est très intéressant du coup parce que. C'est un retour complet. Et puis il y a des arguments et tout, donc en vrai, c'est très intéressant que ce soit justement de milieux différents. Ouais. Et puis même entre nous, je disais, même entre nous, on n'est pas d'accord parce qu'on n'a pas les mêmes critères, etc. Et c'est ce qui fait qu'on juge, je pense, plus justement. Parce que s'il y avait 3 mois, moi j'ai des obsessions pour certains critères techniques. Et du coup, tous ceux qui auraient mis le paquet là-dessus, ils auraient gagné, etc. Oui, donc c'est très intéressant qu'on ait tous des obsessions différentes. Et même des goûts différents parce que Bien sûr. c'est Oui, aussi ça très limite- subjectif. Ça On essaye. limite le travers de, entre guillemets, même si bien sûr quand on est juge, on fait l'effort de ne pas réfléchir comme ça, mais ça limite le travers de j'aime pas. Ouais, c'est ça. En fait, ça se joue surtout sur les pièces les plus controversées. C'est-à-dire, il y a des pièces, par exemple, que moi j'avais éliminées assez rapidement. Ouais. Et tu vas voir Gauthier qui va dire ouais, mais attends, moi celle-là elle me parle beaucoup parce que tel truc. Puis du coup, Nico il va trancher parce que c'est le 3e. Donc en fait, c'est très utile dans ce cadre-là. Autant il y a quand même la majorité des choses, on était Ouais, relativement d'accord. Ouais. Mais la peinture prévaut de toute façon, Ouais. et puis il y a certains trucs où on se dit ah non attends, il y a une idée, il y a une mise en scène, il y a un truc qui mérite d'être souligné, on va en reparler, on va discuter à 3, est-ce que ça mérite une médaille ou pas, et du coup c'est vachement plus constructif que si on était 3 mois ou 3 Giriot, ou encore pire 3 Gauthier, t'imagines. Non, pas ça. Les absents ont toujours tort. Yes. Mais du coup c'est beaucoup plus constructif, et du coup je pense que ça élimine une partie de la subjectivité, au moins un peu. Oui. Il y a quand même, je pense qu'il reste une partie de la subjectivité, même si on Ça reste essaye de d'être l'art, technique. ça reste de la peinture. On essaye de rester sur des arguments techniques, mais il y a quand même une partie de subjectivité. Quoi. Ok. Et du coup, avant de rentrer, parce qu'il commence à bien pleuvoir, On te maudit. On va mais faire oui, une je pub sais pour que du vous gel aimez. douche. Choya. Non, on n'a dit pas de marque. Du coup, la question que j'avais avant qu'on se laisse, c'est si l'année prochaine, ou en tout cas si les gens qui voient cette vidéo se disent l'année prochaine j'aimerais participer, quels sont les conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui n'a jamais participé ou même qui a déjà participé à un concours, par exemple, peut-être quelque chose que vous avez remarqué sur plusieurs pièces ici, des choses qui sont peut-être négligées ou en tout cas une approche que vous pourriez recommander. Il y a la grosse connerie de dire aux gens si tu n'as jamais fait de concours en mettant un débutant, alors que le ça gars c'est la bataille. n'est pas débutant en peinture. Ce qui compte, c'est les niveaux de peinture. Provocation. C'est le principe même de ce concours. Il y a des niveaux de peinture et on lui dit non, tu as un niveau de peinture élevé, mais on te met un débutant parce que tu es débutant en concours. C'est pas des niveaux de concours, c'est des niveaux de peinture. Du coup, pour moi, c'est illogique à mort et on est obligé de reclasser. Jury, alors. Dans ce cas-là, il faut venir sur le En lieu fait, si et tu as un tu doute, tu demandes demandes. Si t'as, Ouais, si- Même au pire des cas, on les a reclassés. Hein, donc, Ouais, mais en fait, déjà ça nous rajoute du boulot et puis le niveau. Et on n'aime pas travailler, Et donc arrêtez déjà, un peu là. on n'est pas payé de ouf, on n'est pas payé du tout d'ailleurs. Et de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de débutants qui arrivent avec des gros niveaux. Ouais. Et comme la tendance s'accentue, j'ai peur que l'année prochaine il y ait 10 pièces qui arrivent avec des très gros niveaux en débutant, etc. Il y a des trucs qui auraient mérité d'être en master alors que c'est débutant. On est quand même très loin du niveau de base du gars, quoi. Et donc je pense que c'est cette règle-là, qui est pas censée être une règle, qui est censée être un conseil, ça ne marche pas. Oui. Il faudrait l'enlever, ils veulent pas l'enlever. Bon bah c'est pas nous qui décidons, c'est les organisateurs. Mais enlevez-le, ce truc c'est nul quoi. Mais du coup, alors, parce que si les gens le font, c'est, je pense pas pour embêter le monde, tu vois. Non. c'est Ah parce non, que- clairement, je non, mais pense je pas. le Ouais. dis parce que je pense que c'est vraiment une question de un peu de modestie, peut-être même de peur de Bah, se, même je sais se- pas de où se aller trouver aussi. trop beau entre guillemets. Je sais pas où aller aussi. Comment on juge dans quelle catégorie Bah, on doit se mettre en fait? Ah, Faut regarder ce qu'il y a déjà. Soit vous regardez les années d'avant, parce qu'il y a toujours des albums photos, etc. Soit vous regardez juste votre propre peinture. Si vous maîtrisez un minimum ce que vous faites, si vous savez ce que vous faites, vous posez de la lumière, il y a une technique, etc. Vous êtes déjà en confirmé. Débutant, vous débutez avec la peinture, vous savez pas trop ce que vous faites, il y a moins de technique, etc. Et je pense qu'en vrai, en confirmé, ça devrait être la catégorie, c'était le cas cette année, mais ça devrait être vraiment plus la catégorie où il y a le plus de gens en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens Là, il y qui avait sont. beaucoup d'entrées quand même. Là, il y a beaucoup d'entrées, mais je pense que c'est vraiment. Si tu débutes pas, si t'as pas commencé il y a très peu de temps la peinture, et si t'es pas un maître, t'es un confirmé. Donc c'est vraiment la catégorie où il devrait y avoir massivement le plus de gens en vrai. Ok. Et du coup, je pense que vraiment débutants, ceux qui débutent, qui commencent la peinture, qui savent pas trop ce qu'ils font, qui comprennent qu'il y a une lumière mais qui savent pas trop ce que ça veut dire, etc. C'est débutant. Confirmé, c'est tout le reste en fait. Ok. Et maître, c'est vraiment, tu arrives à des trucs très aboutis, etc. D'accord. Et qu'est-ce que j'allais dire en termes de conseils, s'il y a un conseil plus technique que vous donneriez aux gens, par exemple, encore une fois, qu'il y a une erreur qui est souvent constatée, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas ou c'est genre... Plusieurs contraste, trucs. hein. Plusieurs Déjà, trucs. le contraste, Ah ouais, c'est le manque de ouais. contraste et de lumière, c'est 90% des gens. Ouais, c'est ça.
Et puis ne négligez pas les zones d'ombre. Les gens qui disent cette zone-là est dans l'ombre, je la néglige complètement. Une ombre, c'est pas que noir. Non, une ombre, c'est pas que noir. Arrêtez le sous-couche Chaos Black. Non, en vrai, ne négligez pas les zones d'ombre. Une zone d'ombre, ça veut pas dire quand il y a des volumes, il y a des choses qui se passent. Il y a quand même un minimum de contraste de valeur. Il y a quand même, il peut y avoir plein de choses en vrai dans l'ombre. Il peut y avoir la texture, il peut y avoir un peu de couleur quand même. Je dirais de toute façon, après, c'est beaucoup aussi dédramatiser la chose. Je pense que les gens, ils ont une grosse symbolique de ce que c'est le concours. L'objectif, c'est simplement de montrer ce que vous savez faire, tout en le faisant quand même le mieux possible. C'est-à-dire, pas non plus débarquer en disant « ouais, je fais ça pour du jeu vite fait, je le pose en concours ». C'est pas forcément très pertinent, mais sans dire ouais, « je dois faire un truc de fou », vous appliquez en faisant ce que vous savez faire, c'est tout. Et tu le poses, et là-dessus, tu vas avoir des retours, tu vas avoir d'autres pièces qui vont te donner envie de peindre. Ça s'arrête là. Et puis les retours seront plus pertinents, parce que ceux qui posent des pièces qui sont pas au max de leur niveau, on te dit « oui, ceci, cela ». Bah oui, mais je sais le faire. Bah ouais, je peux pas fais-le. Fais-le, je peux pas le deviner. C'est comme ça. Ouais. Et dernier conseil, je pense que le plus important, c'est de ne pas faire d'interview sous la pluie. Putain, j'allais le dire. Ah le salaud. Ah, je t'ai anticipé. Ah, là, ça se connaît tous les deux. Voilà, bah, j'arrête vraiment l'interview. Voilà. Voilà, c'est fini. Bon, écoutez, merci les copains, on va se remettre à l'abri parce que ça pleut. Merci à tous les deux et à tous les trois, en incluant Gauthier qui ne peut pas être là tout de suite. On pense à lui. Mais arrêtez, je vais avoir des commentaires, mais qu'est-ce qui s'est passé? On nous révèle pas les secrets de l'octopainting. Non, tout va bien, il est en démo. Bon, merci à tous les deux et puis bonne fin de salon. À bientôt. Ciao. Alors les copains, j'ai oublié de parler fort, le micro il est là. Ouais, donc là on est avec Minus qui va nous parler de Mars Code Aurora. C'est un jeu dont j'ai déjà entendu parler mais je ne connais absolument pas. Et l'idée c'est que tu nous présentes un petit peu le jeu. Là on a la chance d'être à côté d'une super table, enfin de deux super tables avec des décors de malade. Donc je vais filmer ça. Et pendant ce temps-là, est-ce que tu peux nous parler du jeu, donc nous dire un peu voilà, où le trouver, comment ça se joue, en quoi ça consiste? Oui, avec plaisir. Voilà, donc là on est à Octogone, on est venu faire des démos du jeu. Donc Mars Code Aurora, c'est un jeu que j'ai co-créé avec un ami. C'est un jeu d'escarmouche, on joue une dizaine de figurines dans un univers de science-fiction et qui a la particularité d'être générique. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de gamme de figurines dédiées. Nous on a juste créé un système de règles et l'idée c'est un peu de jouer avec les figurines dont on a envie en fait, tout simplement. L'idée de base, elle est venue après un déménagement, j'ai vidé mes cartons de figurines. Et j'ai vu tout ce que j'utilisais jamais en fait, hein. Et notamment des figurines de jeux différents. Quand tu as du Warhammer 40 000, de la T43, de l'Infinity, tu dis ouais je vais ça mais je peux pas les jouer ensemble. C'est un peu dommage. Ouais. Et au début j'ai imaginé un bout de règle et puis c'est allé un peu plus loin. Je l'ai proposé à mon pote Esprit. Ouais. Et puis il m'a dit ouais c'est bien, bon, allez on y va, on fait ça. Ok, et donc ça a donné? Et ça a donné, Mars Code Aurora, que je peux montrer ici. Voilà, donc ça nous a donné un bouquin de 120 pages. Entièrement illustré en couleur. Et voilà, on s'est un peu pris au jeu. À la base, on voulait juste faire un système de jeu qu'on diffuserait dans notre club, une sorte de PDF. Et puis finalement, ça a pris de l'ampleur. On a raconté l'histoire de l'univers. Même si c'est un jeu générique, on s'est dit on avait une idée d'univers. Donc on l'a développé. Ça fait la moitié du bouquin, il y a 80 pages d'univers dans un jeu générique. On ne voit pas ça tous les jours. Et après, on s'est dit c'est dommage de mettre ça en PDF parce qu'imprimer un PDF de 120 pages, ça commence à faire beaucoup. Donc on a cherché des solutions pour les... Essayez de parler peut-être un peu plus fort, je pense. Des solutions pour... Sinon j'enlève le masque. Hein, non mais c'est pour ça. Ouais. Bon, vous m'excuserez, hein, ça fait depuis ce matin j'ai le masque. Donc du coup on a cherché des solutions pour éditer le jeu, le publier. Donc on l'a d'abord auto-édité, on a vendu quelques exemplaires nous-mêmes par une plateforme de vente à la demande. Et ça a attiré l'attention de Studio Tomahawk, donc un studio un tout petit peu connu. Hein. Ils éditent Saga, Frostgrave, ce genre de jeux. Voilà, des jeux tout petits. Et donc ils nous ont fait la proposition de distribuer notre jeu
Donc ils ont repris le jeu un peu à leur compte. Et ça nous a permis voilà, de mettre le jeu en boutique. Donc actuellement le jeu il est disponible à l'heure où sortira la vidéo, il est de nouveau disponible dans les boutiques. On vient de faire un deuxième tirage. Donc toutes les boutiques de jeux de figurines un peu classiques, tout ce qui va vendre du Frostgrave, voilà, du Saga, du Dracula's America, ce genre de jeu, du studio Tomahawk, il y a de grandes chances qu'ils aient Mars Code Aurora. Et après, si vous n'avez pas une boutique qui vend ce genre de jeu juste à côté de chez vous, les sites de vente en ligne, les Philibert, les Hobbyshop, les Troll Lune, etc., etc. Il y en a plein, il n'y a pas de souci. Le jeu vaut à peu près 24-25 €. Ok, donc pour jouer, on a besoin de quoi finalement? Alors pour jouer, on a besoin chez nous du livre qu'il faut acheter ou emprunter à un copain. Achetez-le, c'est bien. Et puis après, il faut une dizaine de figurines de type science-fiction, des piétons et des petits véhicules, un petit blindé, alors soit type Rhino ou type Dreadnought. Voilà, ça donne une idée des gabarits. Le Lehman russe ou le Ben Blade, c'est un peu trop gros pour essayer dans des références connues. Et puis des décors. C'est un jeu qui est très létal, donc on demande des tables assez chargées en décors. On conseille, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, si quand vous déployez, vous voyez la faction adverse, remettez des décors. Sinon la partie elle va être très courte et un peu frustrante. Les tables qui sont ici qui sont de très bons exemples. Parce que là c'est très chargé en décor, du coup ça donne des tables qui sont super jolies en plus à regarder et à jouer. Voilà. Ça, c'est un vrai avantage. Et puis voilà, tactiquement ça met plein de possibilités de mouvement, de déplacement. Pouvoir monter, escalader, sauter, avoir des lignes de tir sur les figurines qui sont en contrebas. Et on conseille deux tables. Donc là on a deux tables vraiment en volume. Il y a deux types de tables qui marchent bien, donc c'est ce genre de type un peu urbain, industriel. L'autre type de table qui marche bien, c'est les tables coursives. Donc des labyrinthes, des couloirs. Imaginez l'intérieur d'un vaisseau avec des couloirs dans tous les sens, des chicanes, des portes à ouvrir, etc. Ça marche très bien, même principe. Du coup il n'y a pas d'escalade, mais on a des déplacements à faire, il y a du placement, ça casse les lignes de vue et ça rend le jeu beaucoup plus intéressant que se déployer en ligne, avoir 3 caisses au milieu et se tirer dessus comme des cinglés. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc on a 8 factions, chaque faction correspond à un archétype qui permet de se retrouver dans pas mal de gammes de figurines. Et chaque faction a ses propres profils. Donc d'une faction à l'autre, on n'a pas les mêmes profils, elle a sa règle spéciale. Ce qui fait que chaque faction a un gameplay spécifique en fait. Donc quand tu joues une faction, elle ne se joue pas comme la faction adverse. Et ça permet d'avoir un jeu qui est assez riche. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Dans le livre de base, on a toutes les règles, toutes les factions. On a un générateur de missions. Donc on lance des dés sur une table et puis ça nous génère une mission tout seul. Et là actuellement, on est en train de bosser sur le premier supplément qui va intégrer 2 nouvelles factions, un mode campagne, un mode solo. Et des scénarios plus narratifs. Voilà. Les scénarios, il y aura un petit texte narratif et puis une mission qui correspond aux événements qui se passent. Donc soit ça retranscrit vraiment le texte, ou alors le texte se passe juste avant ou juste après. Et il y a un lien, ça permet de raconter une histoire. Donc on pourra jouer soit les scénarios indépendamment, soit dans l'ordre, ça racontera plus ou moins une histoire, ou alors après on peut les jouer avec le mode campagne, dans lequel on va gérer des ressources, on va devoir gagner des sous pour équiper nos mecs, etc. Voilà. Super, ça fait un super tour du projet, du projet du jeu, pardon. Je parle projet parce que moi je l'ai connu quand il était à l'état de projet. Ouais, parce qu'on l'avait diffusé en mode bêta en fait. Ouais, c'est ça. Parce que... Bonjour. Bonjour. J'ai vu une caméra, je suis venu. Qui êtes-vous? Mais quel est cet étrange personnage? Il y a des personnes qui s'inclusent dans les vidéos. Mais qui sont-ils? C'est un caméo, je suis un caméo. Bonjour. Je suis le caméo. Voilà. Est-ce que c'est bien Mars Code Aurora? Ah bah non. Écoute, tu vas demander à Bentech. Viens. On va demander à Grégoric aussi, à mon avis, on aura un avis objectif. Il demande si viens là, toi. Arrête de vidéo. Venez à la télé. Viens là, mais non. Après, sinon, tu as l'inverse, tu as le jeu à la PG. C'est que, quel que soit le nombre de dés que tu lances, tu fais 6 réussites. 10 dés, 6 réussites, 6 dés, 6 réussites, 2 dés, 6 réussites. Oh. Voilà. Ah, il est fort, il est fort. Voilà. Bon, bah écoute, cool, merci pour cette présentation. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Protozoaire. Viens là, toi. Arrête de vidéo. Voilà ce qui m'aide à la promotion de mon jeu, donc s'il vous plaît, aidez-moi, achetez le jeu et parlez-en autour de vous, parce que c'est pas eux qui vont m'aider. Non,
Non mais franchement merci, donc c'est vraiment cool. Bah, avec plaisir. C'est un jeu qui m'intéresse, j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, je pense que j'y viendrai. Si vous voulez donc c'est Mars Code Aurora, c'est dispo finalement un petit peu partout. Et la seule chose dont on a besoin, c'est des figurines un peu n'importe lesquelles. Vous avez déjà des décors, ouais. Voilà, plutôt dans une ambiance futuriste. Futuriste. Du post-apo, ça peut passer aussi éventuellement. Et du coup le bouquin. Et le bouquin. C'est à combien à peu près 24-25 €. Et après, on a mis plein de ressources aussi sur le site internet, des cartes à télécharger, des pions à télécharger, à imprimer, donc soit en 2D, soit des pions 3D pour imprimer avec l'imprimante 3D, des listes d'armées, des exemples de photos, parce que voilà, quand on n'a pas de gamme, il y a plein d'exemples pour les gens qui, voilà, on a un éditeur de listes et on a des trolls à côté. Il y a un poussin de 3 mètres de haut là qui fait piou-piou. C'est Bentech. Ah, mais c'est toujours les mêmes. Qui? Où ça? Quoi? Qui? Ah bah écoute, ok, bah, c'est top. Merci à toi pour cette présentation. Et puis, bon salon. Merci, toi aussi. Ciao. Salut. Ok, donc je suis obligé de parler fort parce que le micro il est toujours là. On est avec Hugo de Oxycat Games. Ouais, complètement. Pour le jeu Kaeris. Donc Hugo, pareil, l'idée c'est que tu nous en dises un peu plus sur ce jeu. Donc nous présenter globalement qu'est-ce que le jeu Kaeris, dans quel univers ça se passe. De nous présenter rapidement pour combien de joueurs, la durée d'une partie, tout ça, enfin les informations essentielles sur le jeu. Et bien évidemment, où est-ce qu'on peut trouver Kaeris, tout ça. Et pendant ce temps-là, moi, pendant que tu parles, je vais filmer ce qui se passe ici. Ok. Parce que les figurines sont carrément plus belles que toi. Ça, c'est envoyé. Alors, Kaeris, c'est un jeu d'escarmouche médiéval fantastique dans lequel chaque joueur va prendre possession d'une guilde de Kaeris. Donc Kaeris qui est une ville médiévale portuaire pour essayer de contrôler les différents quartiers de la ville. On est sur un jeu de micro-escarmouche, c'est-à-dire que ça joue sur une petite table avec peu de figurines, c'est 5 figurines contre 5 figurines. Et un jeu qui est pensé pour être jouable à 2, 3 ou 4 joueurs sur un temps de jeu d'environ 1h30 par joueur. On est... Voilà. Ok, très bien. Et donc du coup, là, une partie, je ne sais pas si tu l'as dit, une partie ça dure combien de temps? 1h30 environ. Okay, ouais. D'accord. Donc ça se passe en 3 tours de jeu? Ouais, c'est ça, c'est 3 tours de jeu. Avec un déploiement qui est très rapproché dès le début de la partie, donc c'est très nerveux, on est tout de suite dans le feu de l'action. Ouais. Bah, on le voit là avec la taille, c'est des tables de combien du coup? 60-60? Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. De quoi on a besoin pour jouer à Kaeris? Alors pour jouer à Kaeris, c'est très simple, on a besoin d'un starter, quoi. Chaque joueur a besoin d'un starter, sachant que c'est des starters complets, c'est-à-dire que nous, une bande au format standard, c'est 5 figurines, nos starters ont 5 figurines dans leur bande. Ok, donc là par exemple, si je prends sur la table, on a là, donc je me rappelle la évidemment lune rouge. Jamais du nom des factions, mais la lune rouge. Donc là, on a un petit toutou, une arbalétrière, un gros bouclard, le canasson qui est ici. Et l'assassin au bout là-bas. L'assassin qui est au bout. Et ah oui, bah oui, ici en l'air, bien sûr. Et donc du coup, là, on a le starter complet, on a notre team complète. Exactement. Okay. Ça, c'est le starter lune rouge. Et en face, on a le royaume d'Argo, donc l'organisation criminelle des bas-fonds de Kaeris, pour ceux qui aiment le jeu sournois, on va dire. Okay. Et donc voilà, un starter par joueur et à côté de ça on propose un kit de jeu dans lequel il y a tout le matériel de jeu, donc on peut découvrir sur la table les cartes, les réglettes, les pions, le livre de règles bien sûr, qui est nécessaire pour pouvoir jouer à 2, 3 ou 4 joueurs sur une même table. Okay. Voilà, en sachant qu'on le propose aussi en téléchargement gratuit sur notre site internet. D'accord, donc en fait on a le kit si on veut avoir le matos bien propre, fait on va dire par des pros, ouais. Voilà, par des pros, exactement, c'est le terme. Ou alors on peut le télécharger sur votre site parce que vous souhaitez le jeu accessible. Exactement. Donc du coup concrètement là, pour jouer à 2, on a besoin de 2 starters de guild et d'une box d'un kit de jeu, kit de jeu voilà, qui est fait pour 2. Okay. Tout à fait. Et si toutefois on veut acheter un kit, il y a aussi le kit pour 1, c'est ça? Exactement, donc là on vient de sortir le kit. On va aller voir les boîtes un peu plus. Donc là on a les boîtes de factions qu'on voit là. Tout à fait.
Et le kit de jeu, donc le kit de jeu qui est celui-ci, le tout premier qu'on voit ici. C'est ça. Donc là, on a donc un kit de jeu qui est pensé pour jouer à 2, 3 ou 4 joueurs. Ok. Avec voilà, tout le matériel, comme je l'indiquais tout à l'heure. Les starters, un starter par faction avec les cartes de profil, en sachant que nos figurines sont fournies avec des socles texturés. On ne le dit pas assez, mais voilà, on a vraiment des... C'est vrai que les socles qu'on voit là sur les figurines sont les socles de base. En fait. Exactement. Donc on est vraiment sur une figurine complète en termes de matériel. Et là, on propose, pour ceux qui le souhaitent, un kit qu'on a appelé l'essentiel pour un joueur, donc qui est à 20 € pour le coup, ou dans lequel on va retrouver le livre de règles, 5 cartes actions, donc des cartes actions que pour un joueur, des pions pour un joueur et nos réglettes. Voilà, avec un kit un joueur. Et le deck de cartes magie et mission qui est nécessaire pour jouer. Qui est nécessaire pour, c'est un deck pour 2 joueurs finalement. C'est ça, pour une table de jeu en fait. Pour une table de jeu. Okay. Exactement. Donc ça permet par exemple à un groupe de joueurs de n'acheter qu'un seul deck et chacun achète son kit ou ils achètent le kit à multijoueur. Voilà, ça dépend des envies. Voilà. Ok, très bien. Et donc du coup, tout ça, on le trouve où et à peu près à combien? Alors, tout ça est trouvable sur notre site internet, sur notre boutique en ligne, donc oxy4.com. N'hésitez pas, il y a le lien sur Facebook, voilà, sur Discord pour retrouver sur notre boutique en ligne. Et là, on a été contacté par plusieurs boutiques, donc on va bientôt le retrouver dans pas mal de boutiques revendeurs partout en France. Ok. Voilà. Bah écoute, c'est tout. Un starter, c'est à peu près dans les... Alors un starter, il est à 59 €. D'accord. Le starter de figurines. Le kit de jeu multijoueur, il est à 39 €. Ok. L'essentiel 20 € et le deck 10 €. Okay. Voilà. Top. Donc là, en gros, si on veut une faction et juste prendre son matériel pour soi, donc on a besoin d'un kit de faction, donc à combien t'as dit? 59. Et d'un kit à 20 €. Joueur Voilà. à 20 plus le deck de cartes magie. À 10 €, en sachant qu'une fois de plus, ça dépend de ce qu'on veut comme matériel, mais les cartes sont téléchargeables sur notre site. Donc c'est ça, on n'est pas obligé si c'est... Voilà. Je pense que un kit c'est quand même important parce qu'on a quand même notre système de réglettes qui est super important dans le jeu, le livre de règles, etc. Donc ça c'est un peu un indispensable. Plus un starter, donc voilà, on est à 79 € pour démarrer. Et puis après les... 79 € et on a full faction et on peut se lancer avec ça. Exactement, en sachant que on est sur des vrais starters, c'est-à-dire que c'est le format standard. On a eu l'exemple hier soir, on a fait un petit tournoi Kéris ce matin. Un joueur qui nous a acheté un starter hier soir, il l'a monté et peint dans la nuit, il a fait le tournoi ce matin. Quoi. Okay, voilà. Bah oui. C'est l'avantage d'avoir des factions qui font 5-6 personnages max. C'est ça. Ça se monte vite, ça se joue vite. C'est ça, exactement. Ok, eh ben, écoute, c'est super. Je crois qu'on sait tout. Merci à toi. Merci à toi. Bon salon. Ouais, merci. Ciao. Salut. Alors, on est avec Jocelyn de Daedalus. Ça se prononce bien comme ça? C'est bien, nickel, okay. Parfait. Donc je parle toujours très fort parce que le micro est toujours et encore ici et donc c'est compliqué pour moi. Pour Jocelyn, j'espère que ça ira. En plus, il est tôt le matin, donc là il y a un peu moins de monde, un peu moins de bruit. On est au calme. Ouais, on en profite. Au calme. On en profite avant qu'il y ait du monde qui vienne jouer aussi à ça, à Zoku. Parce que c'est un jeu qui fait tout plein du bruit. Oui. Où il y a des gens qui crient Ichni San tout le temps et donc du coup c'est un peu le bordel. C'est pénible, c'est pénible. On en profite. Bon, ça a l'air très rigolo cela dit. En passant. En passant. Là ici on n'est pas là pour parler de Zoku, on est là pour parler de Daedalus. Daedalus. Et d'Ezotera du coup. Et Ezotera, oui. C'est surtout Ezotera, au final je dis Daedalus mais c'est surtout Ezotera. Donc ce qu'on voit ici, avec ici la première figurine qui est Shanatek. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne. J'avais fait une vidéo dessus où on peignait avec seulement les couleurs primaires. Très chouette. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Ezotera, sur le projet, où ça en est, qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on peut avoir davantage de renseignements en plus de cette vidéo, un petit peu les échéances qu'on pourrait voir sur ce projet, voilà, nous présenter tout ça rapidement. Alors, Ezotera, c'est un projet un peu ambitieux qui se veut, on va dire, multi-support, un projet un peu transverse qui va proposer de la figurine, qui va proposer un peu de jeux de plateau et une grosse part de jeux de rôle. Donc un univers vraiment très riche qui a été co-développé avec Mélanine, qui est une ancienne scénariste chez Soleil, qui a travaillé notamment sur le monde de Troie, sur l'Assassin Royal. Et Mathieu Gabory, qui est un romancier de fantasy qu'on ne présente plus. Pardon. Voilà, c'est un univers qui a la vocation à proposer plein de choses, plein d'expériences de jeu différentes, quelque chose de très narratif.
Et donc avec des premières figurines, une première figurine, d'autres qui vont arriver dans les mois à venir. Le concept suivant a déjà été révélé puisqu'il s'agit d'une chamane de la faction des Huan qui s'appelle Siden, qui est une faction d'inspiration un petit peu mongoloïde steppe. C'est un univers qui est très orienté chamanique, fantastique chamanique, donc avec un univers spirituel qui est très présent, qui est très fort dans l'univers. On le voit sur le logo ici, déjà ça parle, on sent que ça, voilà. On sent qu'il y a de la magie, qu'il y a un petit peu des essences de couleurs ici, un petit voilà. sort là qui ressort derrière. Même Shanatek, hein, on sent que voilà, on s'y connaît un peu quoi. Shanatek, donc issu de la faction de l'empire de Tezuka, voilà, qui est un empire avec des fortes influences précolombiennes, aztèques, mayas. Mais il y a une forte dose de fantaisie, surtout depuis que Mathieu Gabory a travaillé dessus. Parce que voilà, il a insufflé vraiment une essence fantastique à l'univers qui est très importante. Et pour ça, je le remercie, parce que c'est vrai qu'il a apporté plus de couleurs que voilà, ce qu'il y avait au départ, donc ça c'est vraiment très très chouette. En termes d'échéance, on est sur l'année 2022 qui va vraiment commencer à sortir des choses sur le jeu et l'univers. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours de développement. L'univers d'une part, mais aussi le game design et les différents supports. Donc on ne peut pas trop montrer pour l'instant, on ne peut pas trop en dire parce qu'effectivement il y a une grosse partie de travail et de R&D qui est en cours sur le projet. Mais voilà, on espère en montrer plus très très bientôt au cours de l'année 2022. Okay. Et du coup, donc, là tu parles du projet Esoterra, il se présente comment ce projet? Ça consiste en quoi concrètement? Parce que là, tu nous as parlé de l'univers, tu nous as parlé des figurines. Est-ce que tu peux déjà nous dire sous quelle forme se présentera le jeu? Je sais que c'est pas que un jeu. Comment ça va se présenter tout ça? Alors, l'idée de départ, c'est de proposer de découvrir l'univers avec un système de box régulière qui intégrerait de la figurine, qui intégrerait des éléments de l'univers. L'idée c'est d'embarquer les gens au fur et à mesure et de découvrir des pans du monde un petit peu au fur et à mesure. Et puis il y aura sûrement des temps forts où là on fera des sorties un peu plus importantes avec des boîtes, des éléments qui regrouperont du matériel de jeu sur le jeu de rôle, voilà, qui vont commencer à recouper les éléments d'univers avec un système de jeu. Donc l'idée c'était de proposer finalement une sorte d'abonnement, voilà, qui permet de suivre un petit peu le projet au long cours, et puis avec ces temps forts qui lanceront la machine un peu plus en avant, quoi. Okay. Donc une box peut-être mensuelle ou quelque chose comme ça? C'est ça, c'est un peu l'idée. C'est pas encore vraiment défini la manière dont ça va se passer. Ouais. Peut-être que si à un moment donné on arrive à aussi financer de manière un peu plus importante et conséquente le projet, ça sortira beaucoup plus vite. Ouais. L'idée de la box, c'était aussi en termes financiers d'y aller progressivement pour arriver après à ces temps forts. Mais si effectivement on débloque les choses plus vite, ça peut aller plus vite aussi. Okay. Voilà. Et pour ceux qui sont intéressés, où est-ce qu'on peut suivre le projet? Daedalus, la page internet, et il y a surtout une page Facebook, Esoterra, okay. Sur laquelle il y a déjà des éléments, notamment le prochain concept de figurine, qui devrait normalement être sculpté par Yannick Fusier, qui est un ancien sculpteur de chez Rackham, qui sculpte vraiment, il a une... Pardon, on est dimanche quoi. On est dimanche. Troisième pour nous. Ouais. Ça a commencé vendredi. Yannick a une page qui s'appelle Carnix Game, Carnix avec un Y, où il présente pas mal de ses anciennes pièces et des pièces qu'il a en cours. Donc il fait de la sculpture traditionnelle. On va essayer de mélanger un peu les genres effectivement aussi sur l'univers. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Okay. Sans vraiment se dire tiens c'est déjà acté, mais des gens comme Gauthier Giraud, voilà, je vais y arriver, comme Gauthier effectivement sur la traditionnelle, qu'on aimerait bien joindre sur le projet.
On aimerait bien effectivement que Alexandre Aragorn resculpte des pièces sur l'univers. Voilà, c'est pas encore fixé, mais voilà, ça fait partie des gens qu'on a contactés, avec qui on est en lien et qu'on aimerait faire travailler. Refaire travailler Martin sur de la peinture. On a 2 peintures en cours sur Shanatech qui vont arriver prochainement. Une d'Oliver Spate, qui est connu sous le pseudo d'Honor Guard sur Instagram et Facebook. Et une, je vais écorcher son prénom puisqu'elle est néerlandaise, Martje. Je dirais, voilà, je le prononce sûrement très très mal, mais qui est sous le pseudo Maggie Painting sur Instagram. Okay. Voilà, tous les deux vont proposer leur version de Shanatech très prochainement. Donc là, c'est pareil, j'ai hâte. C'est aussi 2 styles de peinture que j'aime beaucoup. Donc on verra ce que ça va donner. Ouais. Ok. Bon bah écoute, un beau projet. On rappelle le nom, Esoterra. Où on va a priori voir pas mal de figues arriver petit à petit avec du fluff, du jeu de rôle, du jeu de filles, tout ça. Donc on va rester. 2022 sera l'année charnière. Ouais. 2022, les infos sur le site de Daedalus et sur la page Facebook. Ouais. Super. Eh ben écoute, merci Guillaume. À toi. Ouais, salut. À toi aussi. Salut. Et là, on est sur le stand alors je vais faire un petit zoom ici, de Malia, Land of Legends, les gars, avec Nico, qui va nous parler un petit peu du jeu, justement, nous dire où on en est du projet, parce que ça fait déjà un petit moment que vous bossez dessus, savoir quand est-ce qu'il va arriver sur Kickstarter, nous rappeler ce qu'est le jeu, quel est l'univers, quel est le style de jeu, pour qui c'est, un peu la durée d'une partie, tout ça, bref, nous faire une petite présentation de Malia. Ok, alors bonjour. Bonjour. Donc Malia Lands of Legends, c'est un grand jeu d'aventure et d'exploration dont vous êtes le héros. En gros, vous allez avoir des missions qui sont sous forme de livres dont vous êtes le héros, avec des numéros. Et l'idée du jeu, c'est que ce soit vraiment une aventure complète, guidée par le livre, donc 100 mètres de jeu, où vous allez autant vous déplacer dans une région que rentrer dans des donjons. Mais la petite particularité dans Malia, c'est grâce à ce livre, on va offrir vraiment une large gamme d'aventures. On va pouvoir s'infiltrer, on va pouvoir rencontrer des énigmes, on va pouvoir défier tout type de monstres de manière assez différente, avec quelques règles assez simples. Et encore une fois, pour vivre l'aventure la plus complète, un peu comme un jeu de rôle, mais en mode plateau, sans restant pas trop complexe. Okay. Voilà. Et donc du coup, là on en est où à peu près du projet? Alors, donc nous, ça fait 6 ans qu'on travaille dessus. La personne, François, qui a créé l'univers, ça fait 30 ans qu'il écrit sur l'univers, donc ça fait un moment qu'on est dessus. Voilà. Pendant que tu parles, je vais regarder aussi notre table, là, on va montrer un peu tout le matériel. Exactement. François qui est en train de faire donc une démo. Donc là, on arrive au bout, on va sortir en financement participatif sur la plateforme Kickstarter, édité par la boîte de jeu, et ce sera en mars 2022. Voilà. Top, la boîte de jeu déjà, pour moi, alors c'est tout à fait personnel, hein, mais signe de qualité, quoi, matos de qualité. La boîte. En plus, on a beaucoup de chance parce que nous on était limités avec nos moyens, et la boîte de jeu qui a vraiment aimé le jeu, a eu envie d'aller encore plus loin, offrir encore des choses de meilleure qualité. On a retouché des figurines, on a quelques figurines en plus, ils ont touché le côté un petit peu artistique des choses pour vraiment parler au maximum de gens. Ils ont fait un boulot, et ils font encore un boulot super, ce qui nous laisse en plus nous le temps vraiment d'écrire les scénarios et de les peaufiner, et c'est vraiment une très très belle association, on est très contents. Et donc là du coup, bien sûr, moi sur la chaîne, ce qui parle le plus forcément c'est les figurines, même si évidemment le système de jeu est hyper important. Là on est sur un jeu qui contient combien de figues à peu près? Alors à la fin, il y aura, selon le pledge l'offre, il y aura entre 50 et au maximum, je sais plus, quelque chose comme 70 figurines. On est en train justement de faire les choses. Alors, il lui manque un bras celui-là, oui, il a mal vécu. Des figurines de salon. Oui, des figurines de salon. On connaît, elles vivent jamais très longtemps. Mais il y aura pas mal de figurines quand même, okay, dont certaines bien grosses.
Il y aura un joli dragon, il y aura un gros titan, il y aura des bébêtes un peu bizarres, déjà, plein de héros. Des filles qui sont plutôt très cool. Ce sera amélioré en plus, ce sera amélioré. Ah ouais, d'accord, c'est encore mieux que ça, d'accord. Ouais. Parce que là, pour le coup, je trouve que, encore une fois, on est sur de la figurine de jeux de société, il faut le rappeler. Donc en général, il y a une qualité qui est un cran en dessous des figurines de jeux style Games Workshop ou encore plus des figurines d'expo. Mais là, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc si ça va être encore amélioré, pour le coup, ça va vraiment être canon, quoi. Bah, on espère, c'est le but. Bah, tu vas pas me dire le contraire, c'est sûr. Bah, voilà. C'est clair, c'est clair. Et du coup, je sais plus si tu l'as dit, parce que je n'écoute absolument pas quand tu parles, bien sûr. C'est quand à peu près? C'est mars 2022. Ok. Voilà. Donc du coup, on se donne rendez-vous en mars 2022. On vous souhaite tout le bonheur du monde avec Maya, j'espère que ça va cartonner. Et un jour, j'aurai peut-être la chance d'y jouer. Et voilà, là c'est lâché. En tout cas, il y a des stars international qui commencent déjà par ici à jouer. Je n'en dis pas plus. Allez, bon salon Nico. Merci. Ciao. Ciao. Et coucou, et je parle toujours super fort parce que le micro est toujours ici. Il est de mon côté. C'est ça, et je suis avec Manu qui va nous parler de... Briscard, Carnage, en tout cas de TGCM quoi. Yes, c'est parti. Alors ici, on est sur le stand qui est magnifique les copains, il y a énormément de figurines, on va aller les voir un petit peu de plus près. Et c'est mieux si je parle dans la direction du micro. Mais du coup, Manu est là pour nous parler un petit peu de la gamme, de nous dire un petit peu voilà, de quoi il s'agit, où est-ce qu'on peut trouver tout ça. Bref, est-ce que tu peux nous faire un petit topo? Eh ben, un petit topo sur la boîte. TGCM, c'est une boîte qui existe depuis 9 ans. Ouais. C'est une boîte que j'ai créée et je suis aussi à l'origine des règles. Là, vous commencez à voir les figues de Carnage. Du 54 mm, donc imaginez-vous, je mets un petit pouce à côté pour vous donner une idée. C'est des très grosses figurines. Yes. C'est de l'escarmouche, c'est des anthropomorphes. Donc sur Carnage, on va avoir des gnous, des hyènes, des lions et des rhinocéros qui se foutent gentiment sur la tronche. Je montre ça à côté c'est Alchemy, les copains. Donc on voit bien la différence hein, quand même en termes d'échelle. C'est vraiment pas la même chose. Ici, on est vraiment sur du très gros. Alors c'est de la très grosse figurine parce qu'en fait on joue de la vraie escarmouche. On joue sur une 60-60 en centimètres et on joue surtout 4-5 figurines. On s'est dit que si on avait des petites figurines à la Alchemy, on n'allait pas avoir grand chose sur la table, donc on a choisi une échelle résolument plus grande pour avoir des choses en main. Pour s'éclater en peinture aussi parce que il y a vraiment de la surface, on peut s'amuser à faire des beaux fondus, on peut vraiment prendre son pied en peinture. D'ailleurs il y en avait quelques-unes au concours ce week-end. Ah bah, je vais pas te mentir, c'est pas pour rien que je me suis arrêté au stand. Hein. Bah voilà, merci beaucoup. Donc ce jeu-là, Carnage, c'est un jeu qu'on a lancé en Kickstarter en 2019. Malheureusement, vous le savez tous, il y a eu le Covid entre deux. Mais on revient. C'était plus vieux que ça, j'ai l'impression que ça a un peu toujours existé en fait. Carnage, c'est 2019. Par contre, Briscard, qu'on va voir maintenant, ça fait 8 ans que ça existe. Et puis du coup, c'est beaucoup plus développé. Vous allez voir, il y a 9 factions. Sur Carnage, il y en avait 4. Sur Briscard, il y a 9 factions. Il y a derrière les énormes aberrations, là, qui sont les boss de donjon qu'on a lancé dans la saison 3 en début d'année. Les Selk, la petite dernière des factions, les Ictiens juste en dessous qu'on a lancé en 2016, qui sont des hommes poissons. Alors vous avez vu les cornus en fait de la forêt, maintenant c'est les hommes poissons. Il y a du décor. On fait pas mal de décors, d'éléments de décor qui permettent de s'immerger parce que c'est vrai qu'à part les Playmobil, il n'y a pas grand chose à cette échelle-là. Ouais, là on voit l'espèce d'énorme trébuchet slash catapulte. Non, c'est trébuchet ça. Trébuchet, ouais. Qui est fonctionnel d'ailleurs, mais en salon on n'a pas le droit de s'en servir. On n'a pas le droit. Par contre, si vous voulez jeter un oeil sur notre page YouTube, il y a des essais du trébuchet. Ah ouais, on a atteint les 5,80 m. Excellent, j'adore. Du coup, voilà, on se retrouve devant les Maok qui sont une faction de félins et de pandas, une faction très synergique. Je vous parlais un petit peu plus généralement du jeu. C'est un jeu d'activation alternée où on va dépenser des points d'action pour résoudre toutes les actions. Il n'y a pas de séquence de jeu, c'est-à-dire que si tu as envie de taper 4 fois et que tu as les PA pour le faire, tu peux, il n'y a pas de limitation. Et c'est vraiment de la gestion de scénario. Donc on s'en fout de table raser l'adversaire. Ce qui va compter, c'est de résoudre les objectifs. Dans des parties qui sont relativement rapides, une partie de tournoi, samedi, il y avait tournoi Briscard, hier il y avait tournoi Briscard et aujourd'hui c'était Carnage. Les parties durent 1h30 en tournoi pour que les gens aient un peu d'aisance lors de la partie et qu'ils puissent prendre le temps de jouer, mais sinon en 1 heure c'est torché quoi. Ok, d'accord, ouais, donc rapide, voilà. Dynamique. C'est très rapide. Donc, la gestion de ressources pour activer ces figurines. C'est ça. Pas séquencé, donc ça permet d'avoir pas mal de liberté en fait. C'est ça, c'est essentiellement
un jeu de choix. C'est-à-dire que tu peux faire énormément de choses, mais tu vas gérer toute ta stratégie autour des choix que tu vas faire. Voilà, alors on voit les Quintor et on a vu les Sundar juste avant les singes. Ouais. C'est les factions historiques du jeu, c'est avec ça qu'on a démarré. Sur celle-ci, elle est tellement délire. Elle est mignonne, Graziella. Ah, elles sont excellentes. Tu vois, je parle pas de la figue en particulier, je parle de la faction. Une faction de cochons, les gars, c'est un délire. Voilà, bah eux, c'est grâce à eux qu'on a démarré la gamme avec les Sundar, les singes qui sont à côté. Et bah, ça fait 8 ans qu'ils sont là et qu'ils se renforcent. Donc vous l'avez vu, maintenant il y a à peu près 300 figurines dans la gamme Briscard. Et puis bah, ça continue de se développer gentiment. On a un système de campagne qui est vraiment bien développé. On a introduit les montures et les cavaliers, vous avez pu les voir dans les vitrines, qui apportent des nouvelles règles. Et en début d'année, on a lancé la saison 3 avec justement un système de dungeon crawler qui a introduit des boss de raid, des grosses aberrations qu'on a vues au tout début dans les vitrines. Voilà, donc c'est assez développé. Carnage, bah, ça suit le même mouvement, même si on était un peu ralenti par le Covid. On s'y remet, on relance le jeu organisé cette année et puis on est parti. On va suivre le même développement avec Carnage, en tout cas le même esprit. Et si tout va bien, on lance un nouveau KS au printemps. Je ne donne pas de date parce qu'on attend que le jeu organisé se relance bien pour lancer ça, que la commu soit derrière nous. Et bah voilà, on peut nous trouver facilement dans pas mal de boutiques. Je vais montrer un petit peu parce que là on voit les figurines. Si vous cherchez en magasin, les copains, c'est comme ça que ça se présente. Comme ça, vous reconnaissez un peu le packaging aussi. Hein. Et donc du coup, on peut vous trouver où et à combien à peu près, si on peut avoir un ordre de grandeur sur les différents il y a une trentaine de boutiques en France qui nous distribuent. Il y en a 2-3 en Belgique, il y en a 2-3 en Suisse. Voilà, typiquement ça c'est un starter. C'est 69 € le starter. D'accord. 4 ou 5 figurines, directement jouables parce que c'est du 400 points, on peut aller au tournoi avec. Je précise quand même que c'est de la grande échelle, c'est de la grosse figurine, donc ça justifie aussi vraiment le prix du pack. Hein, beaucoup plus gros. Du 28 mm. Hein. Pour vous donner une idée, les plus petites de nos figurines à Briscard ou à Carnage sont plus grosses que des ogres à Battle. Oui, voilà, ok. À feu Battle. Oui. Ok, et donc du coup, tu disais le pack, pardon, c'était combien? Le pack prêt à jouer en tournoi, 69 €. D'accord. Les règles sont téléchargeables sur notre site, il y a des petites vidéos sur YouTube pour vous initier et puis pour vous expliquer un petit peu comment ça se joue. Vous pouvez sur chaque référence de notre site récupérer la carte de profil. Et donc si vous avez envie de tester le jeu avant de vous y mettre, avant d'aller plus loin, bah, c'est carrément possible, c'est gratuit. Okay. Et voilà. Le nom du site? tgcmcreation.fr. Ok. Je pense qu'on a tout. Bah c'est ça. Attends. Hops. Si vous regardez la vidéo, vous pouvez même scanner le QR code. Le QR code direct. Hop, on va zoomer sur le QR code et on va faire la mise au point. Voilà. Ok, bah super. Eh bah, écoute Manu, merci à toi. Merci à toi Guillaume. Et puis bah, bonne fin de salon. Là on approche de la fin, c'est pas plus mal, on est fatigué. Bah ça commence à tirer un peu dans les jambes, ouais. On a fait pas mal de démos. Yes, bonne fin de salon. Merci à toi. Ciao. Bon les copains, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce petit reportage vous aura plu, c'est sans prétention, c'était surtout pour vous donner l'ambiance du salon, voir un petit peu comment ça se passe, pour vous montrer la qualité du salon aussi, parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de tables, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, la qualité de l'organisation, la qualité du concours, c'est vraiment quelque chose qui est pris au sérieux, ça vaut le coup, il y a des vrais retours, il y a des démonstrations de super qualité, il y a des super peintres qui sont là, qui vous donnent des conseils, donc vraiment je peux que vous recommander de cocher la case du premier week-end d'octobre de l'année prochaine pour essayer de venir à l'Octopainting et d'une manière plus générale à l'Octogone si les jeux de société vous intéressent également. Moi je vais arrêter là parce que je viens de finir le montage. Parce que finalement, voilà, je suis rentré dimanche, je dis dimanche, mais c'est lundi, je suis rentré lundi à 1 h du matin. Et donc du coup, depuis, j'ai pas beaucoup dormi parce qu'il y avait du boulot, les gars. Il y avait du boulot, c'est pas parce qu'on a passé le week-end au salon que du coup, il y avait rien à faire. Entre vidéos pour la formation, des commandes de peinture, tout ça, bref. Des lives aussi, puisque j'ai fait un live sur Entre Jeux Studio. Donc il y avait pas mal de choses à faire, mais en tout cas voilà, ça relance les vidéos sur YouTube avec ce reportage sur l'Octopainting. J'espère que je pourrai en faire rapidement et que je pourrai retrouver un rythme plus, on va dire, plus habituel par rapport au début de la chaîne. J'espère encore une fois que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit commentaire, à la partager et puis à me dire ouais, dans les commentaires ce qui t'a plu. Si toi aussi t'es allé à l'Octogone, à l'Octopainting, eh ben, n'hésite pas à le dire et à nous faire part de ton ressenti. Et moi je te dis à très vite et surtout, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!